Merci d'être avec nous. Vous tenez votre journal à bout de bras pour le lire, vous rapprochez votre livre de la lumière pour en déchiffrer les lignes. Ne cherchez pas, vous êtes presbyte. Alors à quoi la presbytie est-elle due? Est-ce qu'on est tous concernés? Oui. Quelles sont les solutions proposées aujourd'hui? Quand peut-on envisager l'opération? Est-ce qu'elle est sans risque? Avant de rejoindre nos invités, Marina va nous faire un petit rappel anatomique. Eh bien oui, on parle de presbytie quand la vision de près baisse. Alors déjà, on parlera du prix aussi. C'est sûr. Un petit rappel anatomique. Donc pour bien comprendre, on vous rappelle qu'on compare souvent notre œil à un appareil photo avec deux lentilles. La première, elle est en avant. Ici c'est l'avant, ici c'est l'arrière bien sûr. La première est en avant, c'est la partie bombée qu'on appelle la cornée. Son rôle, c'est d'aller focaliser la lumière sur la deuxième lentille ici, qui est le cristallin. Alors ce cristallin, vous voyez, il est équipé de petits muscles. On va voir tout de suite leur rôle. Voilà. Expliquez-nous ça, Michel. Quand on regarde un objet, comme vous le constatez, qui est loin, vous voyez que ces muscles sont contractés, le cristallin est tendu. En fait, c'est la cornée qui va permettre de voir très bien, puisque c'est projeté sur la rétine. Quand ça s'approche, eh bien, c'est là où le cristallin va jouer son rôle. Vous voyez qu'il va se bomber pour pouvoir toujours avoir une vue nette quand c'est bien sur la rétine, même si on rappelle que c'est à l'envers et que c'est le cerveau qui vous remet tout ça à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Eh bien, on va voir sur cette animation, parce que c'est là que le problème se pose. Le cristallin va perdre de sa souplesse, en fait. Des cellules vont se superposer sur le cristallin, il va s'épaissir et devenir rigide, et du coup, il ne peut plus se déformer correctement par rapport à ce que vous a montré Michel tout à l'heure. Vous allez le voir immédiatement. Vous voyez, il ne se déforme pas correctement. Il a du mal. Il ne corrige pas bien la réfraction de la lumière, et l'image se forme en arrière de la rétine. Donc, effectivement, eh bien, on voit flou, et c'est ça, la presbytie. Alors, pour voir ce qu'on peut faire, les réponses à vos questions, c'est avec le docteur Barbara Hamelin, qui est chirurgien ophtalmologiste à l'hôpital des 15-20 à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Thierry Joanny. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous avez 47 ans. Donc, puisque vous êtes devenu presbyte avant, on verra que ce n'est pas uniquement lié à l'âge. Déjà, vous aviez des lunettes depuis l'adolescence? Oui, tout à fait. J'avais des lunettes. En fait, c'était très très jeune pour reposer la vue. Donc, on m'avait conseillé de les porter pendant juste le soir pour regarder la télé ou pour lire. Donc, je les ai portées constamment pendant 2 ans. Donc, après, au bout de 2 ans, j'ai pu m'en débarrasser. Et je suis devenu, on va dire, après j'ai recommencé à porter des lunettes parce que je suis devenu hyper métrope à partir de 27 ans, l'âge de 27 ans, 27-28 ans. Et à 30 ans, vous êtes devenu presbyte? Et à partir de 36 ans, 35-36 ans, je suis devenu presbyte. C'est parce que c'est mon hypermétropie qui m'a déclenché la presbytie plutôt que prévu. D'accord. On peut préciser ce lien entre hypermétropie et presbytie? Oui, parce que les deux défauts se superposent en fait, et ça fait effectivement apparaître une presbytie précoce. C'est souvent parce que l'hypermétropie en fait est sous-estimée. C'est quoi une hypermétropie? Vous nous le rappelez? Alors l'hypermétropie, c'est quand l'œil fonctionne comme un œil trop petit et que, un peu comme dans l'image que vous avez montrée sur la presbytie, l'image se forme en arrière de la rétine. Et c'est pour ça que les deux défauts vont se superposer. Et que la myopie, l'œil est trop long et là il est trop petit. C'est exactement l'inverse. Et du coup, ça va faire apparaître la presbytie de façon plus précoce. Dans votre cas, probablement, l'hypermétropie n'était pas corrigée complètement. Il faut savoir que quand on fait un examen de la vision, l'hypermétropie est souvent compensée par les efforts qu'on fait naturellement pour bien voir. On accommode et du coup, on masque l'hypermétropie. Donc c'est assez fréquent que les gens hypermétropes n'aient pas en réalité des lunettes suffisamment puissantes, et ce qui donne l'apparition d'une presbytie précoce. D'accord. Fausse. Après, vous portez des lentilles? Ah oui, j'ai mis des lentilles aussi par rapport aux activités que je fais. Je fais des relais automobiles. Donc pour le confort, j'ai porté des lentilles aussi. Alors c'est des lentilles à verre progressif, c'est ça ou... Toutes, c'est des lentilles progressives, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ce qu'on appelle les Barilux. C'est peut-être une marque, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, c'est un festival de marques. Allons-y. En fait, il y a une partie qui permet de voir de près, puis une partie, de loin. Tout à fait. On s'adapte facilement à ça? Mais moi, franchement, je me suis adapté très très vite. Hein. Donc le cerveau s'est habitué rapidement, quoi. Ça rassure, ça prouve qu'il y en a. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Aussi. On nous dit que le vieillissement de la vue est inévitable, mais est-ce qu'on va quand même tous devenir presbytes un jour ou l'autre? Ah oui, c'est inévitable, parce qu'en fait, ça lié à ce que vous avez montré, c'est-à-dire le cristallin qui se rigidifie, et ça, malheureusement, on n'a pas encore trouvé le moyen de l'empêcher. D'accord. Il n'y a pas je sais pas, des médicaments, des vitamines, des choses comme ça qui pourraient éviter le vieillissement? Il y a bien des choses pour éviter l'apparition des rides, paraît-il.
Oui, qui permettent de les compenser en partie. Il y a beaucoup de travaux de recherche dans ce domaine-là, hein, pour effectivement essayer de redonner de la souplesse au cristallin ou de le remplacer par quelque chose qui soit aussi souple. Donc il y a de la recherche, mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé le moyen d'empêcher ça. Oui, parce que pour aller injecter l'équivalent du Botox dans le cristallin, ça va pas être facile. Il faut l'enlever, il faut le remplacer par une substance qui a les mêmes propriétés, et ensuite il faut que cette substance ne s'échappe pas, parce que forcément on aura fait un petit trou. Ouais. Donc il y a pas mal d'étapes. Alors vous avez dit que vous aviez opté pour des lentilles à l'époque, avant de passer au laser. Donc on va voir un petit reportage. C'est vrai que la majorité des personnes portent des lunettes ou des lentilles, hein, pour corriger leur presbytie. C'est le cas de Karine qui a adopté les lentilles de contact. Vous voyez ce reportage de Marie Guyot, Claude Pavelec et Olivier Leplan. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Qu'est-ce qui vous amène? Je viens faire contrôler ma vue. Karine, 47 ans, est presbyte depuis 4 ans. Comme elle ne supportait pas les lunettes, elle a opté pour les lentilles. Elle se rend aujourd'hui chez son opticien pour un contrôle, car elle a constaté une baisse de sa vision avec ses lentilles, mais aussi avec ses lunettes, qu'elle porte uniquement le soir. Lorsque je mettais mes lunettes, pour lire, j'ai été obligée de les rapprocher. Et pour regarder la télé, j'ai été obligée de les éloigner. Donc je me suis dit qu'il était temps d'aller consulter et que ma vue avait sûrement baissé. Donc on va procéder à un test de lecture de près. Vous allez prendre ceci et le positionner, voilà, bras tendu comme ça, coude au corps. Ça donne à peu près 37 à 40 cm. Le rendez-vous commence par un contrôle de la vision avec les lentilles. Karine lit facilement les caractères les plus gros. C'est tendre, alors la 3 c'est bon. L'horizon opposé, une brise embaumée, le 2 aussi. Le dernier... C'est un petit peu difficile. Oui. Donc en fait, très probablement, l'évolution sera minime puisque vous lisez ce qu'on appelle le Parisot 2. Le Parisot 2 étant donc la norme normalement requise pour la vision de près. Pour vérifier cette évolution, Karine va être soumise à un nouveau test de lecture sans les lentilles cette fois. Vous allez me dire si vous lisez aisément la ligne la plus petite en bas ou si vous forcez légèrement dessus. Je force. Vous forcez. L'opticien entre la correction dans la machine. Vous arrivez à lire en bas et à droite les toutes petites papes de tout, très bien, sans aucun problème, parfait. Donc ceci prend fin à l'examen de vue et nous constatons effectivement une très très discrète augmentation de votre presbytie. De manière générale, nous n'allons bouger que de 0,25 dioptrie, c'est-à-dire la plus petite valeur dioptrique, la valeur actuelle de vos lentilles et de vos lunettes. Karine n'a donc plus qu'à mettre ses nouvelles lentilles et à les tester. Ici, tout à l'heure, nous lisions sans problème, et là, vous devez commencer à lire ceci, même encore avec un peu de difficulté, parce que c'est évidemment des très petits caractères, mais j'imagine que globalement, la lecture est devenue possible, alors qu'elle ne l'était pas du tout à l'heure. Alors, il n'y a de beauté durable que celle fondée sur la nature et l'être de la nature. C'est parfait. Je croyais que la machine s'était trompée, mais effectivement, je vois mieux avec ces lentilles. La plupart des gens, et surtout les hypermétropes devenus presbytes, sont friands de lentilles parce que lorsqu'ils mettent des lentilles, ils retrouvent une vision, la vision de leurs 20 ans, c'est-à-dire aucune gêne et une impression de vision nette, propre, qu'ils n'ont plus bien évidemment sans correction optique, qu'ils ont également avec des lunettes, mais en tout cas à moindre proportion. La lentille est quelque chose de beaucoup plus naturel. Bien, alors sur la paire précédente... Karine devrait également continuer à mettre des lunettes le soir, car le port des lentilles ne doit pas excéder 12 heures par jour. Qui sont devenus aujourd'hui également très à la mode. Elle reviendra dans 8 jours chercher sa nouvelle paire. Alors, une personne qui est à la fois myope et presbyte et qui demande s'il y a des lentilles qui corrigent les deux troubles en même temps. Oui, il y a plusieurs types de lentilles, comme pour les hypermétropes, comme pour les hémétropes, avec différentes modalités de correction par les lentilles. Oui, il y a plusieurs possibilités même. D'accord. Et on peut les porter toute la journée, parce que là on voyait qu'il ne fallait pas en porter trop longtemps, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des lentilles jetables, il y a des lentilles qu'on peut porter pendant 8 jours sans les enlever? Absolument. Est-ce que quand on a des lentilles à la fois pour la presbytie et la myopie, ça reste aussi confortable?
Ça reste aussi confortable en termes. Ça ne change pas la tolérance et la durée de port des lentilles. Non, absolument pas. Il n'y a pas d'adaptation on a bien compris que le cerveau, vous étiez adapté très rapidement. Très rapidement, tout à fait. Mais les lunettes, par exemple, certains disent que ça leur donne mal à la tête quand il faut un moment d'adaptation. Absolument. Tout à fait. Les progrès ont fait qu'on s'habitue de plus en plus vite, mais en fonction du défaut justement qu'on a de vision, en particulier de loin, les myopes ont un temps d'adaptation qui est quand même un peu plus long. Les hypermétropes sont réputés des gens qui s'adaptent très très vite aux lentilles de presbytie. Vous n'avez pas eu mal à la tête, ou en fait? Non, du tout. Même pour les verres progressifs, de suite je m'y suis fait aussi. Oui. Parce que vous êtes hypermétrope. Tout à fait. On nous demande pourquoi certaines personnes ne s'habituent-elles pas aux verres progressifs présentés comme la solution la plus confortable. Il y a vraiment des gens qui n'y arrivent pas? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a en particulier des gens qui ont en réalité un défaut de vision qui est mal corrigé. Et là, dans ce cas-là, l'adaptation au verre progressif est quasiment impossible. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes musculaires, en fait, des problèmes qui nécessitent une rééducation orthoptique, parce que c'est pas tellement la vision qui pose problème, mais plutôt le mouvement que doivent faire les yeux, en fait, de convergence. Les deux yeux doivent se rapprocher un peu en vision de près. Et si ça, musculairement, les deux yeux sont pas bien équipés pour ça, il faut simplement faire de la rééducation. D'accord. La presbytie continue-t-elle à évoluer au-delà de 60 ans? Oui, en général jusqu'à 70. Alors il y a une phase d'évolution assez rapide jusqu'à 55 ans. Et après, ça va beaucoup plus doucement, mais ça évolue tout doucement jusqu'à 70 à peu près. Je suis content. Ça va ralentir. On demande s'il y a un facteur familial. Mes parents ont été presbytes sur le tard. Est-ce que j'aurai cette chance? Ça, je peux pas vous dire. Oui, probablement un tout petit peu, mais il y a tellement d'autres facteurs qui sont beaucoup plus importants, comme justement le défaut de vision de loin ou l'absence de défaut de loin, qui passent bien avant les facteurs familiaux, à mon avis. Pourquoi, Thierry, vous avez décidé de vous faire opérer? Il y a un moment où vous ne supportiez plus vos lentilles? C'est-à-dire les lentilles, je les mettais pas tout le temps, je les mettais par rapport à mes loisirs, parce que des lentilles en plus, c'est 8 heures maximum. Parce qu'au bout, après, je commence à avoir les yeux très très rouges. C'est pas pour tout le monde, c'est pour vous. Vous aviez les yeux fatigués au bout de 8 heures. Donc on m'avait dit entre 8 et 10 heures maximum, les lentilles. Et donc, pour le confort déjà, tout simplement, parce que j'en avais marre des lunettes, pour le reflet, la poussière dessus. Vous travaillez dans quoi? Je suis aide médico-psychologique. D'accord. Je m'occupe de personnes en situation de handicap. D'accord. Et plus le fait que vous fassiez de la moto souvent? Non, pas de moto, non. Pas de moto? Non, du tout. C'est ce qu'on nous a dit, mais c'est pas grave. Alors, il ne travaille pas dans le bâtiment et il ne fait pas de moto. Voilà. C'est une erreur, je pense. J'ai travaillé dans le bâtiment. Ça doit être une mauvaise fiche pour une autre émission, en fait. C'est ça? C'est ça. Et vous vous appelez Geneviève? C'est ça. C'est ça. Écoutez, voilà, on est ravis. Donc, non, on va redevenir sérieux. Donc, vous étiez tenté par l'opération. Il y avait un petit frein qui était le prix. Tout à fait. C'était le prix. Je suis tombé sur une pub et je me suis renseigné, j'ai vu le prix. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit, oulala, même pas j'en parle à ma femme. Parce que c'est même pas la peine, elle ne sera pas d'accord. Vous auriez pris une bouffe ou comment c'est quoi le problème avec votre femme alors? Non, mais non. Je lui prends une bouffe. Je vais lui mettre une bouffe. C'est par rapport au prix qu'elle m'aurait dit non. Et puis un jour, elle est tombée sur la même pub que j'avais vue moi. Elle m'a dit, tiens, ça serait bien pour toi, ça. Et vous dites, ça coûte quand même, ça coûte cher, ça coûte quand même 2000 €. Elle m'a dit, vas-y, j'ai pris le téléphone avant qu'elle change d'avis. J'ai pris rendez-vous de suite. Malin. C'est votre femme qui tient la trésorerie à la maison, c'est ça? Non, du tout. Et donc j'ai pris rendez-vous. Quelques jours après, j'ai eu le rendez-vous. Aucune inquiétude? Non, du tout. Non, aucune peur, rien du tout. D'accord, on va voir comment ça s'est passé. Peut-être qu'on va regarder un petit sujet, Michel? Si vous voulez, Marina. Puisque pour corriger la presbytie, on vient de l'entendre, on peut également se faire opérer. Alors notre équipe a suivi cette intervention qui se déroule sous anesthésie locale. Un sujet signé Marie Guyot, Claude Pavellec et Olivier Leplan. Presbyte depuis 7 ans, cette patiente de 49 ans a décidé de se faire opérer. Cette intervention se déroule en 2 temps, au moyen de 2 lasers différents. On va vous mettre un petit appareil pendant cette phase pour que votre œil puisse rester bien ouvert pendant les quelques minutes que va durer ce temps opératoire. Donc il ne faudra pas chercher à lutter contre l'appareil, mais plutôt bien ouvrir vos yeux. Oui. D'accord? Donc vous allez ouvrir votre œil maintenant. Vous allez regarder vers moi en arrière, s'il vous plaît. Voilà, vous ouvrez grand vos yeux. La première étape consiste à découper une fine lamelle dans la cornée afin d'intervenir en toute sécurité. Donc maintenant, vous allez voir apparaître au-dessus de vous la couronne de lumière, vous voyez? Voilà, donc c'est dans cette couronne qu'il faudra dorénavant bien regarder. Super top. Voilà, donc là maintenant on va mettre un petit anneau qui va permettre de fixer l'œil. Donc c'est comme une espèce de petite ventouse. Et qui va servir de guide aussi maintenant pour focaliser le rayon laser sur la cornée de la patiente. Donc vous regardez bien au milieu, il ne peut rien arriver si vous restez sage.
Et là, on est parti pour les impacts de laser. Et donc, pour vraiment quelques très courtes secondes, vous restez bien sage, tranquille, tout se passe à merveille. Et c'est quasiment terminé. Voilà, ça s'est très bien passé, madame. Ça va? Très bien, oui. Donc là, vous allez voir, vous avez fait la partie la plus désagréable. Aujourd'hui, les risques pendant la chirurgie sont extrêmement faibles. On a vu que ces lasers étaient extrêmement précis et apportent une grande sécurité. Donc le seul risque serait d'avoir un échec de la découpe du petit capot. Et dans ces cas-là, on pourrait reprendre la chirurgie quelques mois après. Une fois son autre œil opéré, la patiente peut maintenant passer au deuxième laser. Le but, sculpter la cornée afin de modifier sa courbure et corriger le défaut de vision. Et maintenant, je vais soulever le petit volet, ce qui va entraîner pour vous une sensation de flou visuel maintenant. Hein. Vous voyez que c'est plus diffus, ce qui est tout à fait normal. Et là, vous ne bougez plus. On a mis en place un système qui repère automatiquement le centre de votre pupille. Donc même si vous faites des micro-mouvements, ils seront compensés. Donc il ne peut vraiment rien arriver. Je ne bouge plus, on y va. Et là, vous êtes parfaite. C'est bientôt terminé. Et voilà, c'est déjà fini. Vous vous rendez compte de l'affaire? C'est très rapide avec les technologies modernes. Vous allez regarder vers le bas, s'il vous plaît. Voilà, et vous regardez droit devant vous à nouveau, et on va remettre le petit volet en place. Je vais, entre guillemets, nettoyer, laver votre œil avec un peu de sérum. Donc c'est comme à la piscine un petit peu, il y a de l'eau qui coule sur vous. Donc maintenant, je vais faire quelques petits gestes afin de bien faire réadhérer votre petit capot. La même opération est reproduite sur l'autre œil. L'intervention est maintenant terminée. Au total, elle aura duré une vingtaine de minutes. Ça va, oui, très bien. Vous pouvez regarder votre montre, qui je pense est petite, voilà, avec des petits caractères. Hein, je pense que vous pourriez voir déjà l'heure. Il n'est pas tout à fait la même heure qu'à la pendule d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais enfin, néanmoins 4h moins 25. Voilà. Alors c'est impressionnant parce que ça fait des années que je n'ai pas lu l'heure sans lunettes. Donc vous voyez, c'est presque magique. Donc là, c'est merveilleux. La patiente peut maintenant rentrer chez elle. Pendant quelques mois, elle devra utiliser un collier antibiotique pour limiter la sécheresse oculaire. Alors Thierry, ça s'est passé comment l'opération? En fait, je suis rentré et ils m'ont fait des examens parce qu'ils m'avaient déjà averti que je risquais de ne pas être opérable par rapport à la profondeur de la cornée, voilà, des tests. Et donc ils m'ont dit que j'étais opérable, donc c'était une grande joie pour moi. Quoi. Ouais. Ils m'expliquaient qu'ils allaient m'opérer un œil pour la vision de loin et un œil pour la vision de près. Mais qu'après, il fallait peut-être un temps d'adaptation et que le cerveau s'y fasse. Quoi. Mais l'avantage que j'avais, c'est parce que j'avais déjà porté ces fameuses lentilles progressives, donc le cerveau s'était déjà habitué. Donc je suis rentré, c'est comme on vient de voir l'image. Ça fait mal un peu ou pas? Non, du tout, absolument pas. Pas gêné dans les suites? Impressionnant? Non, même pas, non. La seule petite gêne qu'on peut avoir, si on peut appeler ça une gêne, c'est juste après l'opération, une petite sensation d'avoir un peu du sable dans l'œil, quoi, qui dure 1 heure ou 2, pas plus. Et au bout de combien de temps vous lisiez normalement tout? Dès que je suis sorti de là, je voyais déjà la trottoise de ma montre. Donc j'ai pris un bouquin pour regarder, j'ai dit c'est pas possible. Donc déjà j'arrivais, je voyais déjà. Et le lendemain, je suis retourné donc à la visite et j'avais déjà récupéré, j'avais 8 dixièmes. Ah oui. Et on voyait même plus la cicatrisation du capot. D'accord. Et aujourd'hui, là, vous êtes... Ah, parfait. Après, je suis retourné un mois après, j'ai 10 sur 10. D'accord. Les suites, il y a des gens qui se plaignent quand même pendant 24, 48 heures de douleur dans les yeux? Oui, ça dépend du type d'intervention qu'on fait en fait. Là, ce monsieur a eu une opération qui se fait en profondeur de la cornée qui s'appelle le LASIK et où la récupération, on annonce en général 6-8 heures de récupération avec une vision un peu floue, une sensation de sable. Donc là, ça a été particulièrement rapide. Oui. Et puis, il y a d'autres interventions qui se font en surface et ça, c'est un peu justement le bilan préopératoire qui nous conduit vers une intervention ou l'autre. Et donc, une intervention plus superficielle va vouloir dire, là, cette fois-ci, plusieurs jours de récupération. Comme ce que vous dites, souvent, c'est des interventions qui font mal, même pendant 48 heures. Et la vision est trouble, on l'annonce en général pendant 5-6 jours. On demande s'il y a des cas où les résultats de l'opération sont insatisfaisants, ce qui n'est pas le cas de Thierry, on l'a bien compris. Et dans ce cas-là, si on peut recommencer quelques mois après. Alors, il y a en général des possibilités de reprise. Les résultats peuvent être insatisfaisants pour 2 raisons. D'abord parce qu'il peut y avoir des variations dans l'absorption du laser, en fait, individuelle, et puis il y avoir des phénomènes de cicatrisation qui font qu'on n'obtient pas exactement le résultat souhaité. Et en général, ça concerne à peu près 5% des patients. Ça, c'est imprévisible? C'est pas lié à l'état de la cornée, à l'état de... Non, si on pense que ça ne va pas marcher, on ne le fait pas. Et donc, si effectivement tous les critères sont remplis, on sait qu'il y a à peu près 5% des patients qui vont un peu moins, mais ça dépend là aussi du défaut de départ.
environ 5% des gens qui auront besoin d'une reprise. Et pourquoi on ne serait pas opérable? Oui, c'est incroyable. Ah, mais je vous dis, depuis le temps qu'on travaille ensemble, on pourra faire une sorte de playback. Vous ouvrez la bouche et je parle. C'est ça. Il y a pas mal de raisons. Il y a d'abord des raisons physiologiques, c'est-à-dire que certaines personnes ont des cornées qui sont trop fines ou qui présentent des irrégularités qui font penser que toucher à cette cornée va la rendre fragile, va la rendre déformable dans le temps, va la déstabiliser en fait. Donc là, ces gens-là, on ne peut pas les opérer. Ensuite, il y a des gens qui ont des exigences visuelles qui sont telles, par exemple des chasseurs, des photographes qui ont vraiment besoin d'avoir des acuités visuelles au-delà des 10 dixièmes et qui ont de fortes chances d'être déçus. Des gens qui veulent avoir 10 dixièmes partout, de loin, de près, sur l'ordinateur, ils ont de grandes chances d'être déçus. Donc ça peut être une contre-indication aussi. Et l'existence d'un glaucome, c'est une contre-indication ou pas? Ça complique les choses parce qu'on préfère de toute façon éviter toute maladie oculaire sur laquelle on pourrait interférer. Donc c'est sur les gens qui ont plus de 50 ans, ça doit être relativement fréquent quand même, non? Oui. Donc ça fait partie du bilan qui est quand même assez lourd en préopératoire, il y en a pour un peu plus d'1 heure. Une partie d'analyse réellement du site qui va nous intéresser pour la chirurgie, et puis une partie de dépistage en fait de toutes les maladies qu'on pourrait perturber en fait, ou dont on pourrait perturber la prise en charge avec la chirurgie. Il y a des saisons où les gens allergiques, notamment, ont des grosses conjonctivites, les yeux très rouges, malgré les traitements. Est-ce que vous évitez ce genre d'intervention dans des périodes où il y a beaucoup de pollen chez les gens qui sont allergiques? Oui, si vraiment on est en pleine poussée allergique, mais ce n'est pas réellement une contre-indication. Non, on ne va pas le faire parce que de toute façon, c'est très facile de le déplacer d'un mois ou deux. Il n'y a aucune raison. De même qu'on nous pose souvent la question de l'exposition au soleil, on conseille de se protéger du soleil pendant 1 mois à peu près après l'intervention. Ça vous gêne aujourd'hui le soleil? Pas du tout? Non, du tout. Non, pas du tout. On nous demande si la presbytie guérit la myopie ou est-ce que c'est une idée reçue. Et on a, je crois, une autre remarque sur le même sujet. Myope depuis toujours et à présent presbyte, je pensais que cela allait s'annuler, mais c'est l'enfer. Oui, c'est souvent. C'est donc une idée reçue. C'est souvent quelque chose, effectivement, qui est dit aux gens. Non, en réalité, les gens qui sont myopes sont des gens qui ont une mauvaise vision de loin, mais qui ont une vision anormalement bonne de près. Et donc, quand ils perdent leur vision de près, comme tout le monde, parce que leur cristallin, se rigidifie comme les autres, ben, les 2 défauts vont s'annuler. Donc, en réalité, ils ne sont pas gênés par la presbytie de la même façon que les autres. Souvent, il suffit qu'ils enlèvent leurs lunettes. Après, ça dépend un petit peu du degré de myopie, c'est-à-dire que les forts myopes vont pour le coup avoir une distance de lecture qui ne sera pas utilisable parce que le lire à 15 cm, c'est pas confortable. Ah ben justement, on avait une question d'un myope, je ne sais pas où elle est passée, mais c'est pas grave, qui demande s'il n'y a que des lentilles progressives ou est-ce qu'on peut équiper un œil pour la myopie et un œil pour la presbytie et faire une bascule? Oui, c'est exactement ce dont vous parliez. Ça se fait effectivement très souvent chez les myopes parce que c'est un mode de correction qui leur convient particulièrement bien. Et effectivement, il y a un œil qui est privilégié pour la vision de loin. De toute façon, c'est un petit peu comme la main. On a un œil sur lequel on s'appuie plus. Donc c'est cet œil-là à qui on va donner une bonne vision de loin. Et l'autre œil, on va au contraire privilégier la vision de près. Pas de limite d'âge avant ou après Non. On peut tout opérer. Un mot, puisque vous êtes... ophtalmologue. Voilà. Vous n'êtes pas gynécologue. C'est marrant, sur ma fiche, il était marqué gynéco. Les lunettes pour presbyte, alors on les vend chez les opticiens, mais on en vend aussi maintenant de plus en plus dans les supermarchés. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une ineptie d'acheter des lunettes qui sont plutôt des loupes d'ailleurs dans les supermarchés qu'après une visite chez l'ophtalmo? Non, c'est un très bon dépannage. Ça m'arrive aussi d'en utiliser. Donc, les lunettes, effectivement, de supermarché. Bien. Ah, Michel, vous êtes parfait. Ça rattrape le gynéco. C'est une presbytie précoce, madame. Merci. Je vous en prie. Non, c'est un très bon dépannage. Mais par contre, ça ne doit pas remplacer une bonne correction. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important d'avoir à la fois une bonne vision de loin et une bonne vision de près. Et ça n'empêche surtout pas l'examen ophtalmo parce qu'il faut en faire régulièrement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les malformations des membres. On verra comment on vit avec une malformation. Enfin, je dis on, mais ça sera Benoît et Michel parce que je m'absente pour 1 semaine pour des petites vacances. Petite. Après, ce sera vous, et puis Benoît. Une semaine, Marina, on ne peut pas parler de petites vacances. Ce sont les vacances bientôt scolaires et je pars un peu avant. Voilà. Mais Benoît sera là avec Michel, il n'y a pas de souci. Voilà, on sera là et vous verrez, ce sera bien aussi. Et on vous retrouve lundi à 13h40. À bientôt. Et bonnes vacances.
infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.